Ok, bonjour tout le monde. On va commencer notre atelier de travail en français. Pour la posture de votre position, on va changer parce qu'on va travailler en groupe. Donc, il y a deux options. Si vous allez choisir votre groupe et les membres, ou bien vous allez choisir votre groupe. Choisissez, monsieur. 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 Donc finalement c'est obligatoire. Donc maintenant, arranger. Ici c'est groupe A, ici c'est groupe B. Déplacez-vous. Ici groupe A, ici groupe B. Oui, deux groupes. Avec deux personnes aussi. Non. Il y en a 4 et 3. Il y en a 4. Quatrième. Vous êtes 4. Vous êtes 4. Vous êtes 4. Ok. Et ici 3. Ok. Qu'est-ce qu'on va travailler? Aujourd'hui, nous allons travailler pour à la fois la linguistique et la pédagogie. Pour les objectifs linguistiques, c'est toujours simple. Comment synthétiser un sujet oralement reçu, et puis comment critiquer, argumenter un point de vue. Et puis pour l'objectif interculturel, c'est toujours pédagogique. Comment se familiariser avec altérité pédagogique. Altérité pédagogique, c'est-à-dire l'opinion d'autres. C'est-à-dire si vous avez lu une opinion pédagogique issue de France, Angleterre, etc., comment vous allez comprendre le point de vue de l'autre. Altérité mean l'autre. Ok? Comment comprendre et cohabiter. Cohabiter ensemble avec une opinion de l'autre. Altérité, c'est-à-dire l'autre. Donc, comment vous allez réaliser cet objectif linguistique quand vous allez entendre un extrait linguistique, comment vous allez comprendre et puis synthétiser. Synthétiser, c'est-à-dire un résumé réformulé. Un résumé réformulé. Je vais vous expliquer. Premier ménage, comment comprendriez-vous cette citation? Si vous traitez un individu en fonction de ce qu'il est, il le restera. Mais si vous le traitez comme s'il était ce qu'il doit et peut devenir, alors il le deviendra. Tiré de Goethe. Comment vous allez comprendre cette citation? Réflexion, un peu de réflexion. Comment? Volontaire. Comment vous comprendriez cette citation? Comment? Si vous traitez un individu en fonction de ce qu'il est, il le restera. Mais si vous le traitez comme s'il était ce qu'il doit et peut devenir, il le deviendra. Donc, si je peux dire à mon enfant, par exemple, tu as volé quelque chose de ton ami à l'école, donc tu vas être voleur. Mais tu es un bon élève, tu es un bon élève, tu dois être un bon élève, tu vas être un médecin ou pas voleur, pas comme ça. C'est comme ça. Merci, bravo, merci. Votre opinion? Monsieur, ce que je comprends de cette citation, c'est qu'il y a au sein de nous un être caché, des capacités et compétences. Et si on regarde seulement les apparences, donc c'est petit, mais il faut quand même s'insérer ou bien entrer dans l'esprit réel de cet individu, donc il va être quelque chose de différent. Merci, c'est bien dit, M. Tar, bien de dire le potentiel intérieur de chacun, le potentiel, oui. اعتقد دي زي انا اسمع الكلام بالعربي. اوكي. اعتقد دي النقطه اللي اتكلمت عنها في الوركشوب بتاعتي اللي هي نقطتين، التامل الذاتي
والنقطه الثانيه اللي هي المحفز الذاتي، التامل الذاتي انك تعرف النقطه اللي من جواك هتنطلق عشان توصل لها النجاح، والدافع الذاتي تعرف هتنجح ليه وتوصل لايه. Donc la finalité de cette citation, débloquer l'individu et jaillir, c'est-à-dire explorer le potentiel, positivement comme M. Alain. Deuxième citation, c'est assez simple, un bon maître à ceci constant, enseigner à se passer de lui, André Gide. Un bon enseignant, maître, c'est ceci, c'est-à-dire s'occuper d'eux. S'occuper d'eux. Enseigner à quoi? Se passer de lui. Lui réfère à un bon maître. Se passer de lui. Comment vous comprendrez-vous cette citation comme enseignant? Il a dit un bon maître, c'est-à-dire un bon enseignant. عشان M. Farouk a ce souci. Ceci, c'est-à-dire préoccupation. C'est comme un problème. On peut préoccupation. Oui, on peut remplacer cette citation par verbe s'occuper, s'occuper de. Son objectif, enseigner à se passer de son objectif. Je pense, monsieur, que le rôle principal du prof, c'est d'encourager les élèves, ou bien orienter les élèves vers le bon chemin, et donc laisser l'élève continuer le chemin avec les critères ou bien les connaissances que le professeur lui a déjà données. Merci. M. Barra, donc, a cité l'expression cachée de cette citation, c'est l'autonomie, c'est L'auto-apprentissage. Oui, auto-apprentissage. Donc le professeur a un guide, comme on dit toujours. Oui. C'est pédagogique. Oui. Donc, on a déjà formé le groupe à l'arrivée. Qu'est-ce que vous allez faire comme une activité préalable? Suite à un visionnage, extrait d'une conférence pédagogique, vous allez écouter et voir extrait d'une conférence pédagogique. À la suite de ce visionnage, vous allez synthétiser le sujet dégagé. Comment vous allez synthétiser? Parce qu'il y a une grande différence entre synthèse et réflexion. Quelle est la différence entre les deux? La différence entre faire une synthèse et faire une réflexion. Vous allez lire ou bien regarder quelque chose. Je vous demande de faire synthèse et autres activités, réflexion. Quelle est la différence entre synthèse et réflexion? Et la synthèse, comme vous avez dit, c'est un grand résumé à la fin. Oui. Réflexion, ce que je pense concernant ça. Donc, résumé, objectif, impersonnel, mais réflexion. C'est moi. Oui. C'est mon avis. Oui. Ah oui, Oui, bravo. Donc, c'est bien clair. Oui, Il y a thèse, il y a antithèse, et puis il y a la synthèse. Oui. La synthèse, c'est la plus haute capacité de l'être humain, c'est après la réflexion. C'est la créativité que l'homme, bien l'être humain a cette capacité. Donc, d'un point de vue linguistique, si vous avez un texte, et vous avez lu ce texte, et votre prof vous demande de faire une synthèse d'après ce texte, et autre, une réflexion. La différence, il y a toujours traits communs et différences. Les traits communs, en genre, il y a un thème logique, et il y a une problématique, et puis présentation, détail de cette problématique, et puis argumentation, c'est-à-dire évidence, des exemples, et puis reformuler. C'est pas copier-coller, non, reformulation, autrement dit. Votre point de vue. Oui. Et puis, toujours objectif, neutre. C'est pas votre point de vue, non. C'est pas votre point de vue. C'est l'objectif de texte même. Oui, objectif, c'est-à-dire différence entre objectif et subjectif. Objectif, c'est pas votre opinion, c'est l'opinion transmise d'après le texte. Et puis impersonnel, c'est pas personnel. Mais réflexion, c'est pas commun, mais différence subjective, votre point de vue est personnel parce que vous allez dire je, nous, etc. D'accord, si je peux
des choses dont on peut dire c'est à موضوعية d'accord موضوعية je ne parle pas de moi-même j'ai un texte je résume ce texte et je parle de ce texte non pas de mon avis mais c'est الذاتية je parle d'après ma pensée d'après mes points de vue comme ça c'est oui. Donc les différences entre les deux objectifs et impersonnel subjectif personnel donc je vous demande maintenant synthèse c'est pas votre point de vue. Synthèse d'après quoi? D'après un visionnage vidéo, vous allez regarder, écouter une vidéo d'une conférence pédagogique, un extrait, et puis vous allez faire synthèse. Bonjour et bienvenue, monsieur le professeur. L'an dernier, pour ouvrir notre journée académique, j'avais lu 2 longs passages de votre dernier ouvrage, Manifeste pour le plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, pour ne pas faire attendre votre auditoire davantage, je me contenterai de 3 phrases. 3 phrases qui symbolisent, à mon sens, à la fois l'engagement de l'équipe de la Cardi, le sens de notre présence à tous dans cette salle, et pour définir un peu la couleur de cette journée. La première phrase est de Goethe, tirée de l'ouvrage Les joies de la nature. Et elle dit « Si vous traitez un individu en fonction de ce qu'il est, il le restera. Mais si vous le traitez comme s'il était déjà ce qu'il pourrait être, il le deviendra. » Les 2 autres sont de vous, en écho au propos de ma lectrice ce matin, et elles sont tirées de la lettre à un jeune professeur, que j'affectionne particulièrement. Et elles disent « Il nous faut résister au plaisir narcissique du pessimisme et continuer à œuvrer pour la contagion de l'événement pédagogique. Nous ne pouvons abandonner le combat, car nous avons fait profession de futur. » Monsieur le professeur, merci encore une fois de nous accompagner dans cette passionnante prise de risque. C'est à vous. Merci beaucoup de votre accueil, merci de votre patience puisque nous avons été un peu bloqués dans un embouteillage quelques minutes, ce qui explique ce petit retard. 1000 excuses aussi puisque je devais être avec vous l'an dernier et des problèmes personnels de santé m'ont empêché d'être des vôtres et je suis particulièrement heureux de pouvoir me rattraper cette année. Alors le titre qui m'a été proposé par les organisateurs de cette journée, c'est donc le plaisir de penser et la joie de comprendre au cœur de la refondation de l'école. J'ai essayé de prendre ce titre au sérieux, de revenir un peu sur cette question de la refondation, des raisons qui nous amènent à travailler à cette refondation aujourd'hui, et à inscrire la question du plaisir de penser et de la joie de comprendre à la fois au cœur de cette refondation, mais aussi au cœur de notre vie quotidienne d'enseignants, de cadres éducatifs, de chefs d'établissement. En effet, je suis convaincu qu'à travers la question du plaisir de penser et de la joie de comprendre, c'est bien la question des finalités de l'école et de notre éducation qui se trouve posée. C'est bien la question de savoir ce qu'on veut faire avec nos élèves, pour quelle société, dans quelle perspective, pour quel futur. Car éduquer, vous le rappeliez, Mme Ferrier tout à l'heure, c'est évidemment inlassablement se souvenir de l'avenir et se demander quel avenir nous préparons. Alors pour cela, je vais organiser mes remarques avant le débat que nous aurons ensemble autour de 3 séries. Première série de remarques, je reviendrai sur la refondation de l'école en me demandant non pas quel est le contenu de la loi, vous le connaissez, mais qu'est-ce qui justifie ce mot de refondation très ambitieux, annoncé et proposé par le ministre Vincent Peillon et poursuivi aujourd'hui par ceux et celles qui travaillent dans l'éducation nationale. Dans un deuxième temps, je m'interrogerai sur le plaisir d'apprendre et j'essaierai de montrer que c'est un enjeu pédagogique essentiel, y compris même et peut-être surtout dans des situations socialement et institutionnellement difficiles, comme certains d'entre vous en vivent. Et enfin, je m'interrogerai sur les moyens. Oui, bien sûr, il faut accéder à la joie de penser et de comprendre, mais comment? De nos enseignements. Alors oui, je suis pour une pédagogie du chef-d'œuvre et des chefs-d'œuvre
à la fois que l'on étudie et que l'on s'efforce de réaliser, évidemment, en progressant soi-même et en essayant de faire de son travail un chef-d'œuvre. Et quel que soit le niveau taxonomique, coller des comètes, ça peut être un chef-d'œuvre. Faire un petit texte, une lettre d'amour en 6e ou en 3e, ça peut être un chef-d'œuvre. Faire une petite maquette, ça peut être un chef-d'œuvre. Trouver une solution originale à un problème, élégante, comme disent les mathématiciens, ça peut être un chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre, c'est le moteur qui fait qu'on progresse, on ne se résigne pas à la médiocrité dans ce qu'on fait, on essaye de faire mieux, parce qu'on a intégré l'exigence de précision, de justesse et de vérité. Je fais l'hypothèse que tous ces outils que j'ai présentés là, l'utilitarisme, la construction d'un projet, les situations problèmes, l'approche anthropologique, la rencontre des dates de culture, peuvent se combiner. Il y en a une de ces approches qui doit être hégémonique. C'est dans le travail d'équipe, dans les situations que vous rencontrez, que vous allez tirer ce fil-là plutôt que l'autre, peuvent se combiner, mais qu'elles doivent pouvoir tout aboutir à réhabiliter le plaisir de la compréhension et de l'intelligence dans une société où tout le plaisir vient du corps et de l'action. Et qu'il y a un vrai enjeu là. Et que si ça arrive une fois dans une année pour un élève, on n'a pas perdu son temps. S'il a retrouvé la possibilité de prendre du plaisir dans la pensée, plutôt que dans la possession, plutôt que dans la violence, plutôt que dans des tas d'autres choses, on a fait notre job. On a fait notre job. Alors on l'a fait, c'est difficile et je conclus bien sûr. Rien de tout ça n'est mécanique. Malheureusement. Le métier d'enseignant ne se réduit pas à la somme des compétences nécessaires pour l'exercer. Il y faut ce que Cornelius Castoriadis appelle un foyer mythologique, qui serait, que je définirais comme la passion de comprendre soi-même pour faire comprendre aux autres. Même la passion de comprendre pourquoi ils ne comprennent pas, et d'en faire un défi pour notre propre intelligence individuelle et collective. Car ce que nous transmettons aux élèves, ce n'est pas seulement notre savoir, c'est notre amour du savoir, notre rapport au savoir. Si nous avons cet amour du savoir et ce rapport au savoir, alors nous transmettrons un peu d'amour de savoir et de rapport au savoir, même aux élèves qui jamais ne nous le diront. Voilà. Merci de votre attention. Cette synthèse par groupe, ok? Vous allez synthétiser ce que vous avez compris d'après cet extrait. Et puis, vous allez réécouter encore une fois. Si vous avez besoin. Le vendredi, pour ouvrir notre journée académique, j'avais lu 2 longs passages de votre dernier ouvrage, Manifeste pour le plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, pour ne pas faire attendre votre auditoire davantage, je me contenterai de 3 phrases. 3 phrases qui symbolisent, à mon sens, à la fois l'engagement de la Cardie, le sens de notre présence à tous dans cette salle, et pour définir un peu la couleur de cette journée. Ma première phrase est de Goethe, tirée de l'ouvrage des joies de la nature. Et elle dit « Si vous traitez un individu en fonction de ce qu'il est, il le restera. Mais si vous le traitez comme s'il était déjà ce qu'il était, il le deviendra. » Donc, dans autres façons de vie, un écho au programme à la lectrice ce matin, et elle sortirait de la lettre à un jeune professeur, que j'affectionne particulièrement. Et elle dit « Il nous faut résister au plaisir narcissique du pessimisme et continuer à œuvrer pour la contagion de l'événement pédagogique. Nous ne pouvons abandonner le combat car nous avons fait une profession de futur. » Monsieur le professeur.
Bonjour et bienvenue, monsieur le professeur. L'an dernier, pour ouvrir notre journée académique, j'avais lu 2 longs passages de votre dernier ouvrage, Manifeste pour le plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, pour ne pas faire attendre votre auditoire davantage, je me contenterai de 3 phrases qui symbolisent, à mon sens, à la fois l'engagement de l'équipe de la Cardie, le sens de notre présence à tous dans cette salle, et pour définir un peu la couleur de cette journée. La première phrase est de Goethe, tirée de l'ouvrage Les joies de la nature, et elle dit « Si vous traitez un individu en fonction de ce qu'il est, il le restera. Mais si vous le traitez comme s'il était déjà ce qu'il pourrait être, il le deviendra. » Les 2 autres sont de vous, un écho au propos de Madame la rectrice ce matin, et elle s'en tirait de la lettre à un jeune professeur, que j'affectionne particulièrement. Et elle dit « Il nous faut résister au plaisir narcissique du pessimisme et continuer à œuvrer pour la contagion de l'événement pédagogique. Nous ne pouvons abandonner le combat, car nous avons fait profession de futur. » Monsieur le professeur, merci encore une fois de nous accompagner dans cette passionnante prise de risque. C'est à vous. Merci beaucoup de votre accueil. Merci de votre patience, puisque nous avons été un peu bloqués dans un embouteillage quelques minutes, ce qui explique ce petit retard. Mille excuses aussi, puisque je devais être avec vous l'an dernier et des problèmes personnels de santé m'ont empêché d'être des vôtres, et je suis particulièrement heureux de pouvoir me rattraper cette année. Alors, le titre qui m'a été proposé par les organisateurs de cette journée, c'est donc le plaisir de penser et la joie de comprendre au cœur de la refondation de l'école. J'ai essayé de prendre ce titre au sérieux, de revenir un peu sur cette question de la refondation, des raisons qui nous amènent à travailler à cette refondation aujourd'hui, et à inscrire la question du plaisir de penser et de la joie de comprendre à la fois au cœur de cette refondation, mais aussi au cœur de notre vie quotidienne d'enseignants, de cadres éducatifs, de chefs d'établissement. En effet, je suis convaincu qu'à travers la question du plaisir de penser et de la joie de comprendre, c'est bien la question des finalités de l'école et de notre éducation qui se trouve posée. C'est bien la question de savoir ce qu'on veut faire avec nos élèves, pour quelle société, dans quelle perspective, pour quel futur. Car éduquer, vous le rappeliez, Mme Ferrier tout à l'heure, c'est évidemment inlassablement se souvenir de l'avenir et se demander quel avenir nous préparons. Alors pour cela, je vais organiser mes remarques avant le débat que nous aurons ensemble autour de 3 séries. Première série de remarques, je reviendrai sur la refondation de l'école en me demandant non pas quel est le contenu de la loi, vous le connaissez, mais qu'est-ce qui justifie ce mot de refondation très ambitieux, annoncé et proposé par le ministre Vincent Peillon et poursuivi aujourd'hui par ceux et celles qui travaillent dans l'éducation nationale. Dans un deuxième temps, je m'interrogerai sur le plaisir d'apprendre et j'essaierai de montrer que c'est un enjeu pédagogique essentiel, y compris même et peut-être surtout dans des situations socialement et institutionnellement difficiles, comme certains d'entre vous en vivent. Et enfin, je m'interrogerai sur les moyens. Oui, bien sûr, il faut accéder à la joie de penser et de comprendre, mais comment? De nos enseignements. Alors oui, je suis pour une pédagogie du chef-d'œuvre et des chefs-d'œuvre à la fois que l'on étudie et que l'on s'efforce de réaliser, évidemment, en progressant soi-même et en essayant de faire de son travail un chef-d'œuvre. Et quel que soit le niveau taxonomique, coller des gommettes, ça peut être un chef-d'œuvre. Faire un petit texte, une lettre d'amour en 6e ou en 3e, ça peut être un chef-d'œuvre. Faire une petite maquette, ça peut être un chef-d'œuvre. Trouver une solution originale à un problème, élégant, comme disent les mathématiciens, ça peut être un chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre, c'est le moteur qui fait qu'on progresse, on ne se résigne pas à la médiocrité dans ce qu'on fait, on essaye de faire mieux, parce qu'on a intégré l'exigence de précision, de justesse et de vérité.
je fais l'hypothèse que tous ces outils que j'ai présentés là, l'utilitarisme, la construction d'un projet, les situations, problèmes, l'approche anthropologique, la rencontre des œuvres de culture, peuvent se combiner. Il y en a pas une de ces approches qui doit être hégémonique. C'est dans le travail d'équipe, dans les situations que vous rencontrez, que vous initiez ce fil-là plutôt que d'autres, peuvent se combiner, mais qu'elles doivent pouvoir tout aboutir à réhabiliter le plaisir de la compréhension et de l'intelligence dans une société où tout le plaisir vient du corps et de la vision. Et qu'il y a un vrai enjeu là. Et que si ça arrive une fois dans une année pour un élève, on n'a pas perdu son temps. S'il a retrouvé la possibilité de prendre du plaisir dans la pensée, plutôt que dans la possession, plutôt que dans la violence, plutôt que dans des tas d'autres choses, on a fait notre job. On a fait notre job. Alors on l'a fait, c'est difficile et je conclus bien sûr, rien de tout ça n'est mécanique. Malheureusement. Le métier d'enseignant ne se réduit pas à la somme des compétences nécessaires pour l'exercer. Il y faut ce que Cornelius Castoriadis appelle un foyer mythologique, qui serait, que je définirais comme la passion de comprendre soi-même pour faire comprendre aux autres. Même la passion de comprendre pourquoi ils ne comprennent pas, et d'en faire un défi pour notre propre intelligence individuelle et collective. Car ce que nous transmettons aux élèves, ce n'est pas seulement notre savoir, c'est notre amour du savoir, notre rapport au savoir. Si nous avons cet amour du savoir et ce rapport au savoir, alors nous transmettrons un peu d'amour de savoir et de rapport au savoir, même aux élèves qui jamais ne nous le diront. Voilà. Merci de votre attention. Si vous avez bien compris, vous allez mettre en commun après 5 minutes. 5 minutes pour achever votre travail comme une synthèse après ce que vous avez compris de cet extrait de conférence. Imaginez que vous soyez au cœur de cette conférence. Et après cette conférence, quelqu'un vous a demandé, synthétiser ce que vous avez compris comme prof. Maintenant, vous avez 5 minutes et puis on va mettre en commun ce que vous avez écrit. On va faire une présentation avec sur le noyau. C'est bon en détail? Oui, on peut avoir. Oui, oui. Vous avez bien compris le